de la semaine 7h-9h sur la radio du bien-être. Il est un petit peu plus de 9h. Alors nous on prend l'antenne à 9h03 et on rend l'antenne à 57. Le flash vous est présenté par Solène Ledorz. Ce flash, la vie reprend difficilement au centre commercial Côte Seine. Il a ouvert ses portes 3 jours après le tragique accident d'ascenseur qui a causé la mort de l'enfant de 5 ans. Les camarades ont aussi retrouvé le chemin de l'école, mais beaucoup d'employés du centre commercial n'ont pas eu la force de revenir travailler et se sont mis en congé. Les agents de la police nationale sont là aussi pour sécuriser la cabine et éloigner les curieux, alors que des enquêteurs sont sur place. Une information judiciaire contre X pour homicide involontaire a été ouverte dimanche. Une autopsie devait être pratiquée ce lundi. Tu utilises ça ce qui a provoqué la chute soudaine de la cabine, alors que les portes étaient ouvertes. Tout à l'heure pour la C'est 480 km. Jacques Prévert. Ah non, c'est faux. 575 là. Aujourd'hui Une dizaine de minutes. Ah oui, moi j'ai payé une demi-heure. Mais ça va, on dépasse pas le record de la semaine dernière. La semaine dernière c'était 588. On va le dépasser, les routes sont bloquées. C'est fermé, la trace est sous un mètre d'eau. Au sein de l'usine Sego, cela faisait Parce que je dois aller à Issy-les-Moulineaux, il y a une conférence auquel je dois me rendre, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Bah, c'est ce que je Il y a fais. des lignes de... Alors, j'hésite. Non, on l'a pas dépassé, on ne dépassera pas. La semaine dernière c'était à 9h 588. Et là on est à 560. J'exagère quand j'ai dit 570, mais on n'était pas. Le judiciaire va pouvoir reprendre les suites de ce dossier. Bon, bah, il est noyé dans l'eau et dans les embouteillages. Puis là, à l'approche, plutôt que de prendre une ceinture, ce qui est le plus simple quand on vient de là-bas, en fait, il y a un camion qui s'était mis sous le pont. Comme souvent, ouais. Le pont Gavignon, ouais. Le pont de chemin de fer. Et là, Ils sont cloches. Et une coulée de boue aussi, il y a un train sur la ligne B du RER qui a déraillé vers 7h. Il y a des victimes. Il y a des victimes? Je ne sais pas trop, c'est du côté d'Orséville. Orséville et... Puis Orlyval est fermé. Comment ça? Orlyval, ils ont arrêté la circulation. Il s'est noyé dans l'eau, peut-être? Mais en fait, tout le monde s'en fout et personne ne fait rien. Et donc du coup, bah, voilà. L'eau s'accumule depuis plusieurs semaines, il pleut. Moi, je prends le RER A à Chessy, il y a une partie de la station qui est fermée. Il y a de l'eau de partout, même avant d'accéder au train. Non, mais vous savez, ici au bar de Colis, on n'arrête pas de parler des transports Mais nous, on n'arrive pas. et d'essayer de mobiliser les élus pour faire quelque chose pour l'Île-de-France, mais on n'y arrive pas. Hein. On a du mal. Hein. Bon, allez. On est en direct via Facebook, hein, j'ai oublié de vous dire. On est en direct. Hein. Encore 30 secondes à peu près. D'accord. Pas de problème. De toute façon, Charlie, vous m'entendez? Dans mon dossier, il y a quelque chose qui s'appelle musique électro. Donc si on a besoin de plus de titres, c'est là-dedans qu'il faut aller les chercher. Parce qu'on fait la formation à l'électro toute la semaine en vue du concert de Vitalik samedi. Vous parlez bien près devant votre écran. Très près. Donc voilà. Vous montez à la hauteur de ce que vous êtes, hein, de votre taille, pour pas vous tordre, pour être cool et détendu. Ça va être un... Sur la butte d'Orgemont, spot idéal avec une vue panoramique exceptionnelle sur toute l'île. Merci beaucoup Solène, nous vous retrouvons à 12h10 pour un autre flash valoisien. Et voici maintenant le bar de l'économie avec Florence Fleur. Du coup, mon intro, elle tombe à l'eau. Bon. Bonne émission. Merci Christophe. quand vous voulez, Florence. Allez, à vous. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce matin malgré ces pluies torrentielles qui perturbent tous nos transports. D'ailleurs, nous attendons notre élu du Val d'Oise, le jeune conseiller départemental Alexandre Pueyo, qui malheureusement est dans les embouteillages et dans l'eau. En plus, un camion s'est coincé sous le pont Gavignon, donc il a un petit peu de retard. En tout cas, merci à vous tous de nous suivre au bar de l'économie, soit en FM 98.0, en vidéo via Facebook ou bien en web radio, donc sur la toile de l'Internet.
Alors, dans cette émission, tous les mois, nous nous mobilisons pour défendre notre environnement, la planète, pour apprendre à modifier nos pratiques et vous faire part de nouveautés. Nous nous mobilisons aussi pour l'enseignement, la formation et l'apprentissage. Vendredi dernier, nous avons abordé la biodiversité, la biophilie et le biomimétisme avec nos experts. Aujourd'hui, nous allons poursuivre en seconde partie d'émission avec Alexandre Pueyo, car le Val d'Oise s'engage dans une charte de développement durable grâce à ce jeune conseiller départemental élu sur le territoire de Cergy, Éragny, Jouy-le-Moutier, Neuville, Boisemont depuis 2015. Un enfant de Cergy, et d'ailleurs il y vit toujours. Il est également vice-président de l'île de loisirs Cergy-Pontoise et de Bruy-Parif. Alexandre Pueyo est aussi très investi dans le logement, puisqu'il est devenu président de l'association départementale d'information sur le logement du Val d'Oise, c'est l'ADIL. Et donc, il est administrateur de bailleurs sociaux comme Val d'Oise Habitat et le logis social du Val d'Oise. Alors, avec lui, nous évoquerons, dès qu'il arrivera, le développement durable, le logement et le transport en Île-de-France. Mais premier sujet du jour, eh bien oui, c'est la formation, l'apprentissage et les entreprises. Au bar de l'économie, eh bien tous les jours, les entreprises sont à l'honneur. Les jeunes, en ce moment, eh bien, travaillent pour le bac ou les concours. D'autres réfléchissent à leur choix pour le futur. Et pour parler de tout ça, eh bien, j'accueille tout de suite Sylvain Le Chaton. Bonjour. Bonjour. Vous étiez venu nous voir le 19 décembre dernier. On parlait sécurité à l'époque, mais aujourd'hui, c'est avec votre casquette de président bénévole du Carrefour Enseignement Supérieur Entreprise du Val d'Oise. Vous allez nous expliquer ce que c'est. Bon, on sait que c'est une association loi 1901, créée en 1995 entre les collectivités du Val d'Oise, les établissements d'enseignement supérieur et les réseaux d'entreprises. C'est ce que nous évoquerons ensemble. Mais je rappelle que vous êtes chef d'entreprise, très investi donc dans la sécurité, dans l'informatique et dans le nouveau cluster sécurité du Val d'Oise. Vous êtes également le maire de Liancourt, Saint-Pierre dans l'Oise, et conseiller communautaire de la communauté de communes du Vexin-Tel. Vous êtes accompagné de 2 écoles de la Chambre de commerce. Michael Etienne, bonjour. Bonjour Florence. Vous dirigez l'Institut de formation par alternance ou par apprentissage, selon comment il faut parler, qui s'appelle Chauvin ou IFA Chauvin. 40 ans d'existence, c'est beau pour une école qui forme en vente et commerce d'une part, mais aussi en industrie, électricité, électronique, productique et maintenance de systèmes de production d'autre part. À vos côtés, Richard Skripczak, bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes directeur de l'ITESIA qui propose depuis 30 ans, c'est déjà bien aussi, une formation dans les domaines de l'informatique, la gestion et le management de Bac+2 à Bac+5 et tout ça toujours en apprentissage, c'est-à-dire en alternance comme disent les jeunes. Alors avec vous deux, nous verrons à quels métiers sont préparés les étudiants, parce que la formation c'est bien, mais les métiers c'est encore mieux. Qui est le corps enseignant? Peut-on faire en apprentissage peut-on tout faire en apprentissage, tous les métiers dans ces domaines que j'ai cités? Est-il encore possible de s'inscrire malgré Parcoursup? Et puis, comment les entreprises se mobilisent grâce au Carrefour Enseignement Supérieur? Voilà, plein de questions pour les jeunes. Est-ce facile de trouver une entreprise? Enfin voilà, on abordera ça dans quelques minutes. Mais tout de suite, comme d'habitude, c'est les infos. Alors, 2 petites infos du jour. Lancement de la 8e édition du concours Créatrices d'avenir pour élire la Créatrice d'avenir 2018 et les 5 créatrices marquantes d'Île-de-France. Si votre projet est dans l'innovation, l'économie sociale et solidaire, la transition numérique, la transition énergétique, l'économie de partage, l'économie circulaire, la croissance et l'éthique, ou si votre entreprise a un impact positif sur le territoire, foncez, candidatez jusqu'au 30 septembre 2018 sur créatrice au pluriel d'avenir toutattaché.com. À la clé pour les lauréates, 60 000 € de dotation globale, dont 30 000 en numéraire et 30 000 en accompagnement délivrés par les partenaires du concours, en plus du trophée, bien sûr. Seconde info du jour, c'est la vaste consultation lancée en Seine-Saint-Denis et en Val d'Oise auprès des collectivités locales, des acteurs économiques et des citoyens en vue de la rédaction du schéma d'aménagement de gestion des eaux, ou SAGE, comme on dit, sur la zone de Crous, Enghien et Vieille-Mer. Pas moins de 87 communes sont concernées, donc 32 en Seine-Saint-Denis et 55 dans le Val d'Oise. Vous êtes donc, vous le public, invité à rencontrer les maires et les responsables d'institutions pour échanger. Donc 3 dates de réunion que j'ai à vous donner. Le jeudi 14 juin, donc c'est cette semaine, au SIAH,
au SIA, rue de l'Eau des Enfants à Bonneuil en France dans le 95. Vendredi 15 juin, c'est pour la Seine-Saint-Denis, c'est carrément au conseil départemental de Seine-Saint-Denis, immeuble Picasso à Bobigny. Et puis mardi 19 juin à 16h au SIAR, 1 rue de l'Égalité à Soisy-sous-Montmorency, bien sûr, dans le 95. Mais tout de suite, notre pause musicale, comme d'habitude. Et cette fois-ci, je ne pouvais pas résister à vous faire entendre le nouveau titre de Richard Gottener, ce joueur de mots. Écoutez, ça vaut son pesant. Vous allez voir. Ça fait 9 ans qu'il n'a pas... On peut avoir de la musique en studio. Pardon? Oui, il en fait des tonnes, faut voir. C'est énorme. Écoutez bien les mots, hein, ça vaut le coup. C'est que... Si l'on choisit l'option de respecter les doses, 584 km. donne les ailes à la prose, l'art d'enrichir après. Suppose qu'on soit avare, pour certifier les faits, il faut le rendre. Surtout avec la presse qui est coupée, non? Dans le sens province à niveau d'Angéval, oui, avec la culette et On est loin des Je pense qu'il ne va pas venir, notre élu. Je vous ai mis une 5e pause musicale. Bon, on va y aller cool, hein. Si ça sonne, on n'entend pas ici. De toute façon, c'est pour ça que je Non, mais il y a m'affole pas. Christophe. Et puis il y a... J'aurais pu demander à Christophe s'il peut ouvrir la porte si Alessandro Pio arrive. Le pauvre, il doit être hyper énervé dans sa voiture. Bon, c'est pas grave. Alors on est à 584 km. Ah oui. On a encore 1 minute. Attendez que je me prépare hein, pour la suite parce que là je me... La grossièreté est jolie, mais elle son label parce qu'elle est ordinaire. Une insulte élégante, l'agressivité sur la route, c'est de la folie. Quand je reviens de la chambre, moi je passe systématiquement en bagnole, quand je suis c'est l'enfer. J'ai terminé quel soir en passant sur les portes. Au moins qu'il est moustille. N'attend d'un mot cru du monde en qui croustille. Les échanges sans bouge, la vociférer. Préférant fumer l'invective affinée. Je vais dire c'est bon pour chiffre chacun. Voilà. Sortant ces joyaux qui font de nos sacoches. Laissons poser Voilà. leur manière de regarder. Bon alors on commence. 10 secondes. Tada! Bonjour messieurs. Vous voulez que je les fasse parler en premier? Non, On peut prendre le temps de vous 4 arrêter. secondes. Bon, alors c'est bon. une histoire. Et voilà, vous avez entendu donc le tout nouveau titre de Richard Gottener. Je vous avais prévenu, ça s'appelle Saperlipopette, ça vaut son pesant de mots, comme on dit. Je vous propose d'acheter le disque parce que quand même, c'est une œuvre majeure, les œuvres de Richard Gottener. Et voilà, donc ça faisait 9 ans qu'il n'avait pas sorti de disque. Et il fait beaucoup de musique de publicité. Alors Alexandre Peuillot, bravo, vous avez réussi à être avec nous malgré les 588 km de bouchons. Donc, je l'ai dit en introduction, vous êtes un jeune conseiller départemental du Val d'Oise. Alors, une petite question quand même personnelle, car vous êtes diplômé d'une école supérieure de commerce, option marketing. Comment vous est venue l'idée de postuler à un poste d'attaché parlementaire ? Ça m'a été proposé par Axel Poniatowski à l'époque. Tout simplement, j'étais sergissois. Je l'ai aidé pendant sa campagne en 2002. Et il m'a proposé ensuite de devenir son attaché parlementaire, qui était l'année de mon diplôme en fait. Donc il se trouve que j'allais de toute façon être sur le marché du travail. Et donc je me suis dit que c'était l'occasion à 22-23 ans de faire un métier un peu particulier, qui est aussi un métier qu'on ne peut pas faire dans la longueur. Hein. On ne fait pas carrière à l'Assemblée nationale en tant qu'assistant parlementaire. Donc c'était quand même une belle proposition avec quelqu'un, je pense, qui a marqué la politique valtoisienne. Donc évidemment, j'ai accepté. Et du coup, après avoir mis le pied dedans, on met la main, on met le bras, on met tout. Et du coup,
Oui, vous et êtes puis on lancé dans finit les par en élections. sortir, à travailler dans le privé à un moment, parce que j'ai fait donc un mandat avec Axel Poniatowski, puis après j'ai travaillé pour un député martiniquais, qui était député maire de Schœlcher, Alfred Almond, où j'ai fait un second mandat. Et puis après je suis parti dans le privé pour finalement être élu local et faire les deux. Mais c'est difficile d'être attaché parlementaire d'un député du Val d'Oise élu dans le Val d'Oise, je trouve. Ça, c'est sûr que c'est un petit peu compliqué. Alors là, la nouveauté, on va dire l'actualité qui vous concerne, c'est donc le 17 mai dernier, vous avez réuni les premiers partenaires signataires d'une charte qui s'appelle la Charte de développement durable du Val d'Oise au Château d'Auvert. Alors pourquoi cette charte et pour qui ? Alors cette charte, elle est destinée aussi bien aux associations, aux collectivités locales, aux syndicats, et syndicats d'eau, d'électricité, syndicats d'environnement, de ramassage des ordures ménagères par exemple, et aussi destinée aux entreprises du Val d'Oise. Le but, c'est de créer une espèce de club d'échange autour des bonnes pratiques et des expériences sur le développement durable. Et que justement le développement durable qui est très large, assez souvent mal compris dans l'intégralité de ces dispositifs, puisse ainsi mieux être diffusé dans le Val d'Oise et puis surtout d'avoir un retour d'expérience, que des collectivités, des associations qui ont mis en place des expériences de développement durable, je pense à Erani par exemple, qui a mis en place une mutuelle communale, qui finalement n'a pas exactement touché les personnes que la mairie aurait pu imaginer au début, que d'autres communes puissent profiter de cette expérience pour immédiatement aller voir les personnes qui en réalité ont adhéré à la mutuelle communale d'Erani ou des startups qui mettent en place des choses, des startups, je précise, valdoisiennes, nous sommes conseillers départementaux du Val d'Oise, qui mettent en place tout un tas de petites choses, de dispositifs très innovants à destination souvent des collectivités qui sont mal connus. Et moi, j'ai croisé beaucoup d'élus qui soit n'ont pas forcément des idées très précises sur ce qu'ils veulent faire, soit ont des idées mais ont toujours l'impression que c'est compliqué à mettre en place, et ben de faire rencontrer soit des collectivités qui l'ont déjà fait et donc qui prouvent que ça fonctionne, soit des startups ou des associations qui, elles, ont l'expérience pour mettre en place ces idées avec elles. Alors, vous avez déjà rencontré des startups récemment ? Tout à fait. Au Château d'Auvert, il y en avait deux, Organéo et puis Movadom, dans des domaines très différents. Organéo sur le domaine du tri et du compostage. Movadom est sur notamment le déménagement de personnes âgées et isolées, pour tout prendre en charge. Et ces deux startups ont réussi à rencontrer, dans un cas, une collectivité, une mairie, sur le problème du tri et du compostage, dans l'autre, un bailleur social qui souhaite justement être aidé dans le déménagement, quelquefois de personnes âgées qui ont vécu très longtemps dans des logements, mais des logements qui sont trop grands aujourd'hui et qu'il faut déménager. Et on sait que c'est compliqué quand quelqu'un a passé 35 ans, 40 ans dans le même appartement, de le faire bouger. Donc le but, c'est vraiment ça. Ces deux startups valdoisiennes qui ont besoin aujourd'hui de se développer et qui apportent de vraies solutions en développement durable à des collectivités territoriales notamment. Alors, on a reçu Movadom ici à l'antenne, on n'a pas encore reçu Organéo, mais on a aussi reçu Cocotarium, que vous connaissez peut-être. Oui, tout à fait. Donc elle veut remettre le poulailler, c'est un poulailler de ville, on va dire. Exactement, mais mon canton est le centre du monde, et Cocotarium s'est installé à Neuville-sur-Oise, dont je suis aussi l'élu. Voilà. C'est une des villes de mon canton. Et effectivement, c'est une très très bonne idée, Cocotarium, qui permet vraiment de faire, on va dire, du poulailler, mais simple. Parce que le problème du poulailler, quand on le met en place dans des écoles, dans des collèges ou dans des maisons de retraite, c'est toujours le suivi. Elle assure le suivi, elle suit les poules, elle suit les œufs, elle suit la façon dont on les nourrit, elle les soigne évidemment, la structure en elle-même, parce que c'est une structure très particulière, on dit un poulailler, elle fait un peu plus qu'un poulailler, voilà. Oui, évidemment, a été brevetée, donc elle est vraiment dans un apport de solutions très efficace. Clé en main, en fait. Voilà, tout à fait clé en main aux collectivités ou aux organismes qui la contactent. Et sans aller trop loin, on a nous-mêmes un projet avec son projet autour d'un collège. Alors cette charte, elle est quand même assez développée puisqu'il y a 5 axes. Je vais les citer peut-être. C'est la lutte contre le changement climatique. Donc là, on attend effectivement des bonnes pratiques de certaines communes. On verra au fur et à mesure du temps qui va passer. La préservation de la biodiversité, la cohésion sociale, l'équité territoriale entre générations
et puis l'épanouissement, bien sûr, pour l'épanouissement de tous les êtres humains, et puis la transition vers une économie circulaire. Donc ça, c'est des mots tout à fait très à la mode. Alors, quelles sont les villes signataires ? Alors, vous avez Saint-Prix, Éragny, Neuville-sur-Oise, Pontoise, Saint-Aumône, Pierrelet, Taverny. Je dois sûrement en oublier en les citant. Villiers-le-Bel qui arrive dans pas longtemps, Pontoise. Luzarches pour son centre-ville peut-être, pour la redynamisation. Pierrelet. Je l'ai peut-être déjà cité. Bah voilà. Donc, on a aussi des communautés d'agglomération, notamment celle du Val-Parisis, qui met en place des bornes pour voitures électriques sur tout son territoire. Donc voilà, ça se développe. Il y a beaucoup de collectivités qui sont intéressées parce que c'est un lieu d'échange sur ce thème qu'on pousse à devenir important. Alors, c'est ce que je disais en introduction avant que vous rentriez en studio. Vendredi dernier, on a abordé la biodiversité, la biophilie et le biomimétisme avec nos experts. Et tous les mois, on aborde un thème environnemental. Donc, à l'occasion, vous êtes bien le bienvenu pour revenir à la prochaine émission sur ce thème. Alors, il y a un autre thème que j'aurais souhaité aborder avec vous et qui vous concerne beaucoup, c'est le côté logement, puisque vous êtes président de la DIL, vous êtes aussi au courant des 2 portails Domaxis et LSVO. Si on peut en parler un petit peu, je veux bien. Mais en mai dernier, vous avez souligné que la politique du pire en matière de logement se poursuit à Cergy. Changement de maire, mais pas changement de politique. Je rappelle que c'est Jean-Paul Gendon, le maire de Cergy. Expliquez-nous pourquoi. Parce qu'à Cergy, on construit sans savoir pourquoi. On construit massivement. Aujourd'hui, pour donner juste un exemple, on construit beaucoup à Cergy. Il va falloir qu'on construise un collège et la ville nous indique qu'elle n'a pas de terrain. Voilà le résultat d'une politique qui n'a pas de sens. Si on veut d'abord faire diminuer le nombre de demandeurs de logement dans une commune et être efficace pour les habitants d'une commune, la vraie question, c'est l'attribution des logements. C'est pas ce qu'on construit, c'est qui demande pour obtenir quoi à la fin. C'est central dans la politique du logement. Et d'ailleurs, je regrette parce que la loi Elan, qui est actuellement au Parlement, elle est complètement à côté de cette question de comment on attribue un logement social en France. La loi Maule, puis la loi Allure, malheureusement, ont bousillé, il n'y a pas d'autre mot, la façon dont on attribue un logement. Et pour vous donner un exemple pas cergissois, pour montrer que ce n'est pas qu'un problème cergissois, c'est vraiment un problème structurel, nous avons attribué des logements à Val d'Oise Habitat la semaine dernière, dans un nouvel immeuble à Argenteuil. Il n'y avait pas un seul Argenteuillet proposé par la préfecture du Val d'Oise. Ce n'étaient que des personnes originaires des Hauts-de-Seine et de Seine-Saint-Denis. Je n'ai rien contre ces gens-là, ils ont aussi le droit d'être logés, mais j'étais assis à côté du maire d'Argenteuil qui était quand même un peu gêné de voir qu'un immeuble qu'il a fait construire, enfin, c'est pas lui directement, mais qu'il a autorisé à faire construire sur son territoire, ne loge aucun Argenteuillet. Et on est dans le même problème à Cergy. Le problème, c'est pas le nombre de logements qu'on construit, c'est quel type de logement on construit. Et aujourd'hui, on fait beaucoup de logements qui ont tous la même typologie. On construit exactement le même type de logement partout. D'ailleurs, presque architecturalement, aujourd'hui, ils sont tous pareils. Quelles que soient les communes, on voit toujours le même style. Et ça ne fait pas baisser le nombre de demandeurs de logement. Donc, tant qu'on ne fait pas baisser le nombre de demandeurs de logement, on peut toujours construire, ça ne sert à rien. Donc, l'attribution des logements est absolument centrale dans une politique municipale. Et donc là, vous dites que la loi Elan n'apporte rien. De toute façon, on en discutera avec donc Arnaud Bazin qui vient ce vendredi. Elle n'aborde pas ce sujet de l'attribution des logements, de la façon dont on l'attribue. On a ouvert complètement la façon dont on attribuait les logements en pensant qu'on allait ainsi faciliter un petit peu une espèce de circulation en Île-de-France. En réalité, on a surtout fait exploser le nombre de demandeurs de logement. Aujourd'hui, que vous habitiez Cachan, Cahors, Lyon, Nice, Cergy ou Vauréal, vous pouvez demander Cergy. Donc en fait, ça n'a plus aucun sens. Le nombre de demandeurs de logement qui demandent une commune n'a plus aucun sens. Vous arrivez à des attributions où des gens, moi je le vois dans les bailleurs sociaux dans lesquels je siège, où les gens travaillent dans le 94, dans le 77. Donc ils sont tellement éloignés de leur lieu de travail qu'on sait très bien qu'on va dans le mur. Donc bien ça n'a aucun sens. Mais il faut loger. Loger à tout prix, on ne regarde pas. Et je pense qu'il faut surtout... On ne regarde pas où les gens travaillent. Parce que quand on voit 588 km de bouchons aujourd'hui, on est quand même un peu étonné. Hein. Le temps, malheureusement, ne s'y prête pas. En plus, on a une grève. Aujourd'hui, on est en journée de grève. Donc c'est sûr que ça n'améliore pas les choses. Bon, il y a eu un grave accident sur le RERB ce matin, avec un déraillement d'un train, donc c'est sûr que le sud de l'Île-de-France doit cumuler à lui seul une bonne partie de ces embouteillages. Oui, mais on ne cherche plus l'équilibre entre les lieux de travail et les lieux d'habitation. Voilà, le cas de Cergy est
vraiment essentiel. Hein. Aujourd'hui, il y a des immeubles de Cergy-Préfecture, 2 bureaux qui sont transformés en logements étudiants. Donc on perd un certain nombre d'emplois à Cergy, qu'on ne retrouve pas par les arrivées, tout en continuant à construire massivement, alors qu'on sait très bien que l'A15, on le voit, est saturé. Le RER A et la ligne L sont les 2 lignes les moins fiables de toute l'Île-de-France, hein, avec moins de 80% de régularité, voire on tombe à 70 certaines journées. Et on continue à construire. Le maire de Cergy dit régulièrement « l'intendant suivra ». Je construis et donc derrière, il doit y avoir les aménagements, sauf qu'aujourd'hui, le RER A, il n'est pas capable de suivre. Donc ce n'est pas la peine de lui en demander plus. On voit très bien qu'il ne fonctionne pas. La 15, moi je veux bien qu'on m'apporte une solution, mais je ne vois pas très bien comment on peut rajouter des voies. Donc il faut vraiment réfléchir à cet équilibre. D'abord sur ce qu'on construit, et puis le nombre de constructions par rapport aux emplois, aux infrastructures publiques, évidemment, écoles, collèges, lycées, et puis aussi aux emplois qui sont présents sur un territoire ou alentour. Mais qui faudrait-il mobiliser pour réfléchir de manière positive sur cette question? C'est l'État. C'est à l'État de poser la question aujourd'hui sur la façon dont on attribue les logements, la façon dont on construit les logements, la façon dont on les finance. Donc finalement, il faut faire remonter cette question aux députés pour que les députés posent la question à l'Assemblée? Oui, sauf qu'on a une loi qui est aujourd'hui... Enfin, la loi Elan, il n'y a pas que du mauvais, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Elle règle un certain nombre de problèmes. Mais la loi Elan, c'est pas une loi sur le logement. C'est une loi une loi tiroir qui va régler un certain nombre de petites questions, de petits problèmes. C'est des tiroirs. Mais ce n'est pas une loi qui réforme le logement. D'accord, merci en tout cas pour cet éclairage. Alors, dernière question qui fait partie de votre actualité, c'est vous êtes président de l'ADIL 95, donc on est toujours sur le logement, et vous venez de signer un partenariat entre l'ADIL et le PNR du Vexin. Tout à fait. Alors en fait, pour expliquer rapidement, l'ADIL, donc c'est l'association départementale d'information sur le logement. Donc elle permet à tous les Valdoisiens qui ont une question ou une difficulté sur le logement d'avoir un renseignement gratuit, personnalisé, donné par un juriste. Donc que vous soyez propriétaire, locataire dans le privé, locataire dans le parc public HLM, que vous soyez en recherche d'un logement HLM ou que vous souhaitiez acheter, vous pouvez être conseillé et dirigé par l'ADIL dans les différentes permanences. Et quand je suis devenu président, un de mes objectifs, c'était aussi de réorganiser les permanences qui étaient devenues un petit peu, qui s'étaient recentrées pour différentes raisons, et de redonner à certains publics la possibilité d'avoir des conseils de l'ADIL, et plutôt d'aller dans une ou 2 communes du Vexin français où c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a moins de monde, on a préféré s'adresser au PNR, donc qui regroupe l'intégralité des communes finalement de l'ouest du département, d'aller à leur maison de l'habitat qui se trouve à Vigny, et donc d'ouvrir une nouvelle permanence. Nous sommes avec Cholia, nous sommes aussi avec des services de l'urbanisme de 2 communautés de communes du PNR, et donc de permettre aux habitants qui ont d'autres problèmes et qui sont aussi soumis à des règles d'urbanisme très strictes du fait de l'existence du parc, d'avoir des conseils gratuits. Alors je rappelle que PNR, ça veut dire Parc naturel régional du Vexin français. Il est présidé par Marc Giraud. Alors, dernière question concernant le logement, c'est cette convention, vous avez dû en entendre parler, que l'État souhaite signer avec les bailleurs sociaux, éventuellement aussi avec les élus. Est-ce que vous avez eu le temps de la lire, cette convention? Sur la sécurité? Oui, sur la sécurité et sur... en fait, que les bailleurs sociaux pourraient mettre en place des dispositifs de sécurité et pour aider au départ de familles qui posent des problèmes dans une copropriété. Dans une copropriété ou dans du logement social. Alors, la loi Elan, là, c'est une bonne chose. Il y a un amendement qui est passé et qui fait que les bailleurs n'ont plus à donner l'autorisation de façon administrative à la police ou à la gendarmerie d'intervenir dans leur résidence. Cette autorisation est censée être donnée de fait. Donc j'espère que cet amendement sera gardé au Sénat puis qu'on ira jusqu'au bout. Mais c'est déjà une bonne chose qu'il n'y ait pas souvent des tracasseries administratives de ce qu'on doit revoter tous les ans. C'est considéré comme étant de fait. Je pense que c'est extrêmement important. Je vous donne un exemple tout bête, actuel. J'ai un problème qui m'a été j'ai été alerté par des habitants de Cergy dans une résidence I3F sur la présence d'une famille arrivée il y a peu de temps, qui est bruyante, qui jette ses ordures par la fenêtre, qui insulte ses voisins. Ce sont des tapages nocturnes. Toute la journée, la police municipale, la police nationale est intervenue, mais ces gens-là, ils payent leur loyer. Donc il n'y a pas de solution aujourd'hui. Or, on est en train de vraiment de pourrir une résidence
qui ne l'était pas, qui était une résidence qui était bien tenue, en logement social, qui était appréciée, avec des résidents d'ailleurs qui ne bougeaient pas, et ça c'est souvent le signe dans une résidence sociale quand on voit que les gens ne demandent pas à partir de la qualité de là où ils vivent. Et effectivement, on avait ce souci-là, un souci de sécurité quand deux personnes mettent à mal finalement quelquefois 300 ou 400 logements. On est vraiment sur de la minorité qui pourrit la vie d'une majorité. Donc là, effectivement, il faut absolument qu'on trouve une solution de sécurité pour déplacer ces familles, pour aussi quelquefois éclater des amitiés et des bandes qui se créent et les répartir dans d'autres communes. Il n'est pas question que ces gens-là n'aient pas de logement, parce que quelqu'un qui est expulsé, moi je suis assez, ça peut surprendre, mais je suis contre les expulsions quand elles sont, quand vous êtes face à des gens de bonne foi, hein, évidemment, qui ont des difficultés, parce que de toute façon quelqu'un qui est expulsé d'un logement social, il aura le droit au logement social dans quelques années, vu que ses revenus ne vont pas exploser. S'il a eu des difficultés financières, de toute façon, il reviendra dans le logement social. Donc, il vaut mieux laisser les gens dans le logement social, les aider. Et là, c'est ce qu'il faut faire. Les laisser dans le logement social, ne pas les expulser pour les mettre à la rue, mais les déplacer, effectivement. C'est compliqué, on le sait bien, parce que on a peur d'exporter le problème autre part, parce qu'il va y avoir des mairies, des élus qui vont être contre ces déplacements, ce que je peux entendre, mais en même temps, il y a une solidarité départementale. Il y a 25% de logements sociaux au total dans le Val d'Oise qui sont quand même très mal répartis. Donc, vous pensez que cette convention est une bonne chose. On a bien compris le déroulement et l'objectif. Merci beaucoup, Alexandre Payot. On va tout de suite faire une petite pause musicale. Alors, on poursuit notre voyage dans la musique électro, puisque samedi arrive le concert de Vitalik. Et donc, pour que vous puissiez connaître la musique électro, depuis quelques jours, on vous fait connaître plein de variantes de cette musique. Je sais pas c'est qui là. Bonjour. Bonjour. Je veux bien de l'eau si vous avez de l'eau. Jérôme, vous pouvez l'emmener boire un verre d'eau parce qu'on va passer la parole David Guetta. Ah, c'est David Guetta. Non, vous l'emmenez aller dans la cuisine, même un café si vous voulez. Non, un verre d'eau c'est. Afrojack. Alors après on parle formation, si vous voulez leur poser des questions, au contraire, profitez-en. On est à 5,27. Non, on met 1 minute 50 là, c'est juste. Mais on est à 5,27 au point de vue circulation de kilomètres. Ah, 527 kilomètres. D'accord. Je croyais que c'était le titre qui faisait 5 minutes 27. En la main. À 57. 58. Ah, on a 1 minute de plus aujourd'hui. Bon. Francky est monté, il a enlevé une minute. D'accord, super. Merci Francky. Je lui ai fait tout à l'heure. Mais comme il y a de la pub. C'est David Guetta et qui? Esther Dean. Une autre vie, Another Life. Ça va, je vous heurte pas trop les oreilles? Une minute, Florence, c'est ça? Là, ça fait combien de temps là? Ça fait 48, 49, 50 secondes. Non, on va jusqu'à 1 minute 50. 1 minute 50. Ouais, il faut quand même faire une vraie pause parce qu'on change de sujet. Et en avant. Après, voilà. Bon, messieurs, vous vous souvenez des questions? Alors, ma page de là. C'est pas la surprise. Non, mais je vous ai présenté, j'ai fait comme si j'ai juste annoncé que vous aviez un peu de retard. Donc je vous ai présenté comme vous réécouterez le début. Vous verrez. « 20 secondes. Bref, Florence. Allez, on y va. Voilà, vous êtes sur IDFM, on écoutait David Guetta et Esther Dean, et oui, c'est aussi de la musique électro, vous voyez, un autre genre. Alors, second sujet du jour, c'est la formation par l'apprentissage, ou l'alternance, comme on dit. Et tout de suite, on va passer la parole à Michael Etienne et à Richard Scribs-Jacques, car ils sont tous les deux directeurs de 2 écoles qui ne forment que par alternance. C'est bien ça, Michael Etienne? Absolument, donc l'IFA Chauvin, qui est une école qui a bientôt 40 ans d'existence et qui aujourd'hui forme par l'apprentissage,
des jeunes, que ce soit sur l'infrabac ou au post-bac, et même sur des niveaux bachelor, dans 2 domaines précisément, la vente et le commerce, et le domaine industriel avec de l'électrotechnique, de la maintenance. Oui, alors comme je l'ai rappelé donc en introduction, j'ai bien rappelé les métiers que vous... j'ai rappelé les formations, mais quels sont les métiers exactement? C'est-à-dire, dites-nous un petit peu... Parce que les formations, c'est vaste, hein, mais en fait, qu'est-ce qu'on devient? Opérateur, côté productique, par exemple, alors, industrie? Productique, un opérateur, c'est un technicien d'usinage, c'est quelqu'un qui va être sur une machine-outil maintenant à commande numérique, et qui va être capable de préparer et de fabriquer des pièces métalliques avec les techniques d'enlèvement de matière. Alors là, les industriels en manquent en France. Partout en France, on manque de techniciens d'usinage. Ça dure depuis quelques années et ce sont des métiers qui malheureusement aujourd'hui ont du mal à attirer les jeunes. C'est toute la difficulté. Il y a des entreprises qui viennent à la sortie des écoles en disant on recherche des techniciens et on a de la difficulté à attirer les jeunes sur ces métiers-là. Tout ce qui veut dire que si on frappe à la porte, c'est peut-être valable aussi pour vous, Richard Skripjak, si on frappe à la porte de votre école, est-ce que en tant qu'étudiant, on peut... on n'est pas obligé de rechercher l'entreprise, vous leur fournissez finalement l'entreprise parce qu'ils sont en attente, c'est bien ça? Oui, Florence, c'est tout à fait ça. Aujourd'hui, les jeunes continuent à être recrutés dans l'école parce que le recrutement, il continue jusqu'à la rentrée. Il continue en dehors du système de Parcoursup. Donc il faut savoir que ça c'est une spécificité. Mais alors attendez, on va reparler de Parcoursup. Donc, voilà. Mais nous accompagnons les jeunes pour qu'ils trouvent une entreprise, bien sûr. Je vous expliquerai le process, mais pour le dire schématiquement, dès qu'un jeune s'inscrit chez nous et qu'il passe les entretiens, qu'il a un profil satisfaisant, il rentre tout de suite en séminaire de recherche d'entreprise. Et là, il y a des spécialistes du placement d'entreprise, on dit des coachs, mais ce sont des spécialistes de ça, qui vont reprendre avec lui son CV, son profil, sa présentation, ses points forts, et qui vont travailler sur ses faiblesses. Et donc, c'est des séminaires qui durent 1, 2, 3 journées. 3 journées. Et en 3 journées, on apprend en fait à l'élève à devenir finalement un jeune un jeune salarié presque. On lui apprend à entrer en contact avec une entreprise et à se présenter. Et ça va parfois sur des choses originales. Je sais que moi, je paye à certains jeunes un CV vidéo. C'est assez amusant, mais c'est très efficace. Certains jeunes qui étaient très timides et qui étaient particulièrement réservés, bien sûr, 1 minute 30 ou 2 minutes, ils se présentent magnifiquement avec leurs envies, leurs motivations. Ça, c'est super. Alors, on reviendra sur Parcoursup après, si vous voulez bien, tous les deux. Mais j'aimerais bien qu'on continue sur les métiers sur lesquels vous formez. Alors vous, Richard, c'est plutôt sur l'informatique, la gestion et le management. Mais quel métier apprend-on quand on vient dans votre école? Alors, pour présenter l'école un tout petit peu, parce que c'est une école qui accueille 1200 jeunes en formation, en apprentissage. Chaque année. 1200 chaque année. Donc, c'est une école qui est sur les niveaux Bac plus 2 à Bac plus 5 dans l'informatique, également la gestion finance et le management. Mais cette école, elle a une particularité, c'est qu'elle veut travailler sur la transformation numérique et digitale des entreprises. Ce qui fait que nous formons par exemple des jeunes en système d'information RH. Vous voyez, pas que ressources humaines, système d'information, ressources humaines. Des jeunes en qualité et système d'information. Des jeunes en contrôle de gestion, il y a un master en contrôle de gestion et système d'information, et des jeunes en business analyse, c'est le business et l'IT. Donc ça, c'est les particularités. Et ensuite, nous avons tout un ensemble de formations en informatique. Vous savez que c'est un domaine qui marche très très fort. Et là, on retrouve la cybersécurité, le cloud, le big data et aussi le gaming et smart tech qui attire beaucoup de jeunes. Donc c'est une école qui attire énormément de jeunes, qui est très performante parce qu'elle a des très bons résultats. Et surtout, je n'arrive pas à répondre aux demandes des entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis harcelé par des entreprises qui cherchent des jeunes avec cette combinaison, à ce que j'appelle moi l'hybridation des compétences. Et alors bien sûr, au départ, il faut apprendre son métier, Bac plus 1, Bac plus 2, mais ensuite on mélange les compétences. Et alors là, moi j'ai une demande qui explose des entreprises. Je n'arrive pas aujourd'hui à fournir les jeunes. C'est-à-dire que chez vous, on peut faire à la fois de la gestion et du management et de l'informatique. Voilà. Donc on acquiert au moins une double ou voire une triple compétence.
C'est une ouverture, effectivement, que nous faisons, compte tenu du fait qu'on a les différents domaines. Au fur et à mesure que l'on monte dans les niveaux, nous allons hybrider les compétences et renforcer le gestionnaire, le contrôleur de gestion, on va le renforcer en informatique, et l'informaticien qui le souhaite, on va lui donner des éléments en ressources humaines pour qu'il gère des systèmes d'information RH. Alors vous, par contre, Michael Etienne, vous avez toute une partie vente-commerce. Mais la vente et le commerce, ça n'est plus du tout comme on faisait dans le temps, la vente en porte-à-porte, à appeler, à faire du phoning de la même manière. Ça a bien évolué, ce métier. Alors, qu'est-ce qu'on apprend en vente et commerce? Bien sûr, ce sont des métiers qui ont évolué, mais les bases de ces métiers existent toujours. Le Val d'Oise est un territoire qui est bien équipé en centres commerciaux. Et dans ces centres commerciaux, bien évidemment, dans tous les magasins, il faut des vendeurs. Dans un supermarché, dans un hypermarché, il y a des rayons, il faut des chefs de rayon. Eh bien, ce sont ces formations-là de BTS MUC, Management des unités commerciales, qui préparent à ces métiers-là. De l'autre côté, vous avez des métiers plutôt de la prospection. Une entreprise, quelle qu'elle soit, a besoin de développer son chiffre d'affaires. Ils ont besoin de commerciaux. Il faut faire de la prospection. Bien évidemment, la prospection téléphonique existe toujours, mais également la prospection par les réseaux sociaux. Et tout ça, c'est ce que l'on apprend à nos jeunes. La modification du référentiel de formation qui inclut le digital au cœur des matières que les jeunes doivent apprendre, leur permet justement de mettre en place cette démarche de prospection de clientèle via les réseaux sociaux. Donc, c'est-à-dire que vous avez modifié votre cursus de formation pour intégrer le digital, j'imagine? Absolument, notamment avec l'arrivée du e-learning dans nos écoles, de plateformes numériques qui permettent de faire de la simulation de vente digitale, également du magasin virtuel, de la vente sur Internet. Tout ça, ce sont des éléments qui maintenant font partie des cursus de formation. Alors, qu'est-ce qui a évolué de l'autre côté, côté industrie, électricité, productique? Alors, de ce côté-là, l'électricité est partout. Et plutôt l'électrotechnique. Aujourd'hui, c'est la base de quasiment tous les métiers industriels. Et croiser la commande informatique avec l'électrotechnique, tout permet d'arriver sur les métiers de la domotique. C'est très important. Alors, on peut espérer, quand on sort de votre école, on peut espérer être embauché par l'entreprise qui nous a pris en apprentissage? Bien évidemment, mais pas seulement. Un jeune qui sort de nos écoles, et que ce soit l'ITESIA ou de l'IFA Chauvin ou d'autres écoles de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France. Oui, parce qu'il faut dire que vous êtes tous les deux des écoles, on va rappeler que vous êtes tous les deux des écoles de la Chambre de commerce de Paris. On des taux d'insertion à 7 mois qui sont supérieurs à 80%. C'est-à-dire que 80% des jeunes qui sortent de nos écoles, au bout de 7 mois, ils ont trouvé un emploi. C'est ça qui est important. Et lorsqu'on reçoit nos jeunes en début d'année, où on leur fait un petit peu le speech d'accueil, on leur explique que la finalité de la formation qu'ils viennent chercher dans nos écoles va bien au-delà de l'obtention d'un diplôme, c'est décrocher un CDI. C'est ça l'objectif. Oui, et puis ce qui intéresse les jeunes, c'est surtout de savoir combien ils vont gagner. Est-ce que vous pouvez nous donner des fourchettes de salaire, tous les deux? Moi d'abord... Richard Skriptak. Alors, moi, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, comme je vous l'ai précisé, les entreprises viennent chercher les jeunes. Alors moi, j'ai un comportement qui est parfois un peu particulier. Je dis aux jeunes, n'abandonnez pas votre formation tout de suite. Discutez avec votre entreprise. Il y a des jeunes là qui ont obtenu leur diplôme ou qui vont obtenir leur diplôme de Bac+2. Je veux les inciter à poursuivre pour atteindre un niveau supérieur, une spécialité supérieure. Donc, ils ont aujourd'hui, surtout sur les thématiques de l'informatique, mais pas que, quand vous êtes expert comptable, financier, ça attire beaucoup aussi. Mais dans l'informatique, il y a une telle pression aujourd'hui que les entreprises veulent très très vite. Bien sûr, elles veulent embaucher tout de suite. Alors les salaires, ils évoluent, mais déjà ces jeunes, ils sont tous en apprentissage, ils sont tous salariés. Ils sont tous rémunérés. Il faut comprendre que depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans, ils sont salariés d'une entreprise. Donc leur expérience professionnelle n'est pas la même qu'un jeune qui sort de l'école et qui a fait quelques stages. Ça n'a rien à voir. Donc ils bénéficient déjà de cela. Le salaire, il vaut, à la sortie de mon école, il vaut celui des écoles d'ingénieurs. Donc moi je dis entre 37 €, 37 000 et 40 000 € pour un salaire de débutant. Donc, vous voyez, c'est des salaires qui sont de très bon niveau et on est dans des spécialités très recherchées. On dit en tension. Ce sont des salaires en tension. Mais aujourd'hui, vous voyez, je retiens certains jeunes parce que je ne veux pas qu'ils sortent avant leur diplôme, parce qu'on leur fait miroiter un CDI. Alors généralement, ça se passe très très bien, mais il y a une forte demande, il y a une très très forte demande. Et ce que je dis
parce qu'on a oublié de le dire, mais c'est très important, c'est qu'en apprentissage, la formation elle est gratuite pour le jeune et la famille. On oublie de le dire. Les 1200 jeunes qui sont chez moi ne payent pas leur scolarité. Une scolarité, ça vaut aller autour de 8 000 € par an. En fait, tout est financé par les entreprises. Tout est financé par les entreprises et le conseil régional aujourd'hui. Ça peut Donc changer. là, c'est le conseil régional du Val d'Oise, hein, puisque pour vos deux C'est le écoles. régional d'Île-de-France. D'Île-de-France. Oui, c'est la région et les entreprises, par la taxe d'apprentissage. Alors, on va parler un petit peu de Parcoursup pour les jeunes qui sont en recherche d'école et de formation. Donc, est-ce qu'il faut s'inscrire quand on veut aller dans vos écoles? Est-ce qu'il faut s'inscrire? De toute façon, on est obligé de s'inscrire sur Parcoursup, bien sûr. Mais est-ce qu'on peut nommément citer vos écoles? Comment ça se passe? Bien évidemment, un jeune doit s'inscrire dans Parcoursup. C'est incontournable. Et on le voit bien que sur l'ensemble des vœux que les jeunes peuvent émettre dans Parcoursup, beaucoup de jeunes aujourd'hui n'ont pas eu d'avis favorable sur ces vœux. Au-delà de Parcoursup, bien évidemment, dans nos écoles, il est possible de candidater directement, même s'ils n'ont pas postulé dans Parcoursup, et on peut les accueillir, on peut examiner leur candidature, et si elle correspond, effectivement, les admettre dans nos écoles, et à ce moment-là, ils bénéficient de l'accompagnement comme un jeune qui vient par Parcoursup, dans la recherche d'entreprise, dans les séances de rencontres et de présentation de CV aux entreprises, pour leur permettre de faire leur formation. Beaucoup de jeunes qui aujourd'hui n'ont pas eu de vœux exaucés, on va dire, dans Parcoursup, peuvent se retourner vers nos écoles, nous contacter via nos sites internet. Donc en fait, rien n'est perdu pour un jeune, il peut tout à fait contacter les écoles directement. Vous avez bien fait de souligner ce point, Florence, parce que c'est très important. Aujourd'hui, il y a des jeunes inquiets, il y a des familles aussi inquiètes, en détresse, parce que on est en période d'examen et on n'a pas reçu son affectation pour septembre, hein, c'est pas le bout du monde. Et donc, dans nos écoles, et dans bon nombre d'écoles, vous pouvez y accéder par Parcoursup, c'est le cas d'un BTS par exemple, mais vous pouvez également contacter directement l'école dans un salon, une journée porte ouverte, sur le site internet de l'école et faire acte de candidature. Et là, nous, on va vous recevoir, on va vous demander vos attentes, motivations, et si votre dossier et votre motivation sont en adéquation, vous allez intégrer l'école. On va intégrer. Ça, c'est quand même très important de le dire. Ah oui. Alors, vous, Michael Etienne, combien d'élèves par promotion accueillez-vous? C'est une petite école en termes de volume. On a à peu près 400 apprentis chaque année. Et sur ces 400 apprentis, on a 200 jeunes qui arrivent et qui intègrent l'école. Puisque grosso modo, ce sont des formations en 2 ans, mis à part les bacs pro qui peuvent durer 3 ans. Donc 200 jeunes à peu près intègrent l'école chaque année. Aujourd'hui, et je reviens sur cette histoire de Parcoursup, il y a des formations dans lesquelles on a encore de la disponibilité. Si on prend un BTS en maintenance industrielle, aujourd'hui, j'ai la capacité d'accueillir des jeunes qui n'ont pas eu d'aveu dans Parcoursup. Merci beaucoup, Michael Etienne. Alors, Richard Skripczak, dernière question, c'est la Coding Factory, c'est votre actualité. Qu'est-ce que c'est la Coding Factory? Alors ça, c'est mon nouveau bébé. La Coding Factory, vous voyez, nous on forme jusqu'à Bac plus 5, mais on s'est dit on va s'intéresser aux jeunes qui sortent du bac et qui veulent faire autrement ou autre chose, et qui veulent accéder au numérique. Et là, on a une formation qu'on a lancée à Cergy en septembre 2017, alors la Coding Factory, c'est un nom, hein, c'est jeune, ça montre la dynamique et ça résume bien l'école. Et ces jeunes sortent de bac et en 2 ans, parce qu'on a voulu une formation complète et puissante, ils vont apprendre toutes les techniques du développement informatique et du web. Ce qu'on appelle des développeurs full stack, c'est tous les langages, parce qu'il y a pas mal de langages, hein, Java, C++, Python, oui, j'en passe. Et donc ils vont apprendre tout ça en 2 ans sur une formation très solide. Ce n'est pas un vernis. Hein. Certaines écoles peuvent représenter 2-3 mois, c'est très bien. Et nous, on est sur une formation qui dure 1 an ou 2 ans. Donc c'est pour devenir webmaster ou créateur de jeux peut-être? Voilà, ils peuvent devenir développeurs d'applications, faire de la maintenance d'applications informatiques ou web. Ils peuvent être concepteurs, ils peuvent travailler dans tous ces métiers du numérique. Donc c'est des métiers d'avenir quand même. Oui, c'est des métiers très demandés en ce moment. Mais ce qui est très important, c'est que dans la Coding Factory, on a changé le mode pédagogique. On n'a pas de cours de français, mathématiques, anglais. On est sur de la gestion de projet et tout le programme est basé sur la gestion d'un projet. Les jeunes arrivent le lundi, ils travaillent sur un projet concret, ils rendent compte le vendredi à l'enseignant de ce projet. On appelle ça un pitch. Ils vont pitcher.
Et donc, la semaine d'après, quand ils reviennent, ils rectifient, ils améliorent le projet et ainsi de suite. C'est une nouvelle manière d'apprendre. C'est une nouvelle manière qu'on appelle l'Edu Scrum. Est-ce qu'il n'y a pas justement une autre demande des élèves? Moi, je crois qu'ils en ont assez d'être sur les bancs des écoles à écouter la voix sage de l'enseignant. Mais qui viennent voir? Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a une évolution de la demande? Mais surtout, ce que demandent les jeunes lorsqu'ils arrivent chez nous, c'est qu'on ne les considère plus comme des élèves. D'ailleurs, c'est un terme dans nos écoles qu'on n'utilise pas, mais comme de futurs professionnels. Lorsqu'on s'adresse à eux, on ne cherche pas à les encadrer dans une scolarité, mais à parler de compétences, à leur expliquer de comportements en entreprise. Ce sont des jeunes qui sont en apprentissage. Ça veut dire qu'ils ont un contrat de travail, comme un salarié, simplement avec des clauses qui les protègent, puisqu'ils sont en situation d'apprentissage. Et donc, ce qui est important, c'est que dans notre pédagogie, le rapport qu'il peut y avoir entre les formateurs et les apprentis, on leur fasse bien comprendre ce changement de statut dans la façon de s'adresser à eux et de leur faire acquérir leurs compétences. Merci beaucoup. On va tout de suite passer la parole à Sylvain Lechaton qui va nous parler comment Carrefour Enseignement Entreprise peut-être travaille ou est en collaboration avec ces deux écoles par exemple et d'autres bien sûr. Quelle interférence? Un des objectifs du Carrefour Enseignement Supérieur et Entreprise du Val-d'Oise est bien de valoriser les établissements d'enseignement de notre territoire. Donc, je suis bien content aujourd'hui de pouvoir accompagner deux de nos écoles et encore plus heureux qu'ils prennent autant de temps d'antenne et une telle priorité dans votre barre de l'économie. L'autre sujet, c'est de valoriser également les entreprises. Alexandre Payot parlait tout à l'heure de Cocotarium. Eh bien, Cocotarium a fait partie des nominés lors du concours annuel The Entrepreneur qui a lieu chaque année et notamment au Centre des Arts d'Anguin-les-Bains. Alors, comment mettre les deux en relation, l'entreprise et l'établissement d'enseignement? Alors, certains ont déjà leur filière. Richard nous expliquait qu'il était submergé par la demande. Ce n'est pas forcément le cas de toutes les écoles. Et puis, les petites PME, elles aimeraient bien aussi accéder à de bons profils avant que les grandes entreprises s'en emparent. Donc, un des moyens d'action que nous avons au 16, ce sont notamment l'organisation de 2 événements dans l'année, dont un très orienté autour de l'apprentissage, qui donc s'appelle le Speed Recruit, et dont l'objectif est de faire se rencontrer donc une rencontre entre un entrepreneur, un recruteur et puis un étudiant de l'autre côté, en 8 minutes, essayer de faire matcher deux profils, une entreprise, un étudiant, un parcours, autour d'un recrutement en apprentissage. Alors ça, c'est quand Speed Recruit? C'est une fois par an? Le Speed Recruit, c'est une fois par an. Il a lieu en général au printemps. Cette année, avec les grèves, nous avons dû annuler malheureusement cet événement. Donc peut-être vous pourrez le reporter au mois de septembre ou d'octobre? Donc il y a un événement qui est au mois de novembre en général avec l'université. Alors le sujet d'apprentissage, c'est plutôt un sujet du printemps puisque les étudiants aujourd'hui sont en recherche, les entreprises font leur recrutement. Au mois de septembre, octobre, on est plutôt sur des profils qui n'ont pas encore trouvé. Et là, on va plutôt agir par sollicitation auprès des entreprises et par demande des établissements d'enseignement. Mais est-ce qu'on n'aurait pas tout un travail à faire au niveau déjà alors là je parle d'élèves, des élèves de seconde et de première qui se cherchent et moi je trouve qu'en tant que parent, c'est difficile de conseiller un jeune puisqu'on sait que 50% des métiers qui vont arriver n'existent pas actuellement. Donc c'est difficile d'orienter en tant que parent un élève dans telle ou telle direction parce qu'on ne peut pas savoir, on peut connaître les filières. Est-ce que vous n'auriez pas intérêt à aller carrément dans les lycées, finalement? Alors, le périmètre du Carrefour d'enseignement supérieur, c'est bien le post-bac. Cependant, nous avons parmi nos écoles des lycées, puisque des lycées peuvent avoir des BTS. Alors, cette approche pré-bac, on va plutôt le faire avec des collectivités, des maisons de l'emploi, des collectivités qui vont se mobiliser autour de l'orientation pour les plus jeunes. Au niveau des BIJ peut-être, des bureaux d'orientation des jeunes. Alors combien d'entreprises adhèrent? Il faut adhérer au Carrefour Enseignement? Comment ça se passe? Alors il n'y a pas d'entreprises adhérentes, mais des réseaux d'entreprises adhérentes. Donc parmi les réseaux, nous avons évidemment la Chambre de commerce et d'industrie, le MEDEF qui était là, le MEVO qui fait partie des créateurs. Dans le Val-d'Oise, c'est le MEDEF du Val-d'Oise. Voilà, et puis également la CPME. La CPME. Et puis, il faut dire que le Val-d'Oise est quand même très dynamique au niveau des réseaux d'entreprises.
Il en existe plus d'une centaine. Donc, je pense qu'il y a matière à faire et à mobiliser tous ces présidents qui, quand même, sont en recherche de jeunes et de repreneurs aussi, parce qu'il faut penser à la reprise d'entreprise. Et en Val d'Oise, je pense qu'il y a matière à être dynamique. Alors, est-ce que vous travaillez en collaboration avec les deux écoles Nous sommes adhérents du CESE. Vous êtes adhérents. Bien sûr. Donc, en tant qu'école, vous devez adhérer parallèlement. C'est pas un devoir, c'est un choix de l'établissement d'adhérer au CESE 95, mais de participer également à d'autres réseaux d'entreprises. Dans une formation en apprentissage, l'entreprise doit être au cœur du dispositif de formation. Merci beaucoup à tous pour votre présence aujourd'hui à l'antenne. Eh bien, je vous invite à revenir nous voir dès qu'il y a de l'actualité à annoncer. On sera ravis d'entendre les nouvelles technologies, les nouvelles manières de se former. En attendant, on va vous souhaiter une très belle journée. On va se quitter en musique et on vous dit à demain. À demain, c'est un spécial chef d'entreprise. Merci beaucoup. De rien.